Alors, les anti-rejets, Certican combien? Certican 3,5 x 2. Vous prenez quoi d'autre? C'est tout. J'ai été brûlée Surtout pas celui-là. quand j'avais 5 semaines et donc j'étais à l'hôpital et soi-disant j'ai fait une coqueluche. Donc toute ma vie de jeunesse, je me suis fait soigner pour une suite de coqueluches mal soignées ou je sais pas quoi et diagnostic dilatation des bronches. Et puis j'ai fait moi des études d'éducatrice de jeunes enfants et quand j'étais à la crèche, il y avait une pédiatre qui un jour nous fait un cours sur la mucoviscidose pour les enfants bien sûr. En fait, je me suis aperçue que j'avais tous les symptômes. Donc, je suis allée la voir et je lui dis, mais c'est curieux, en fait, j'ai tous les symptômes que vous avez décrits pour les enfants. Et elle me répond, de toute façon, vous seriez déjà morte, hein, c'est pas possible à cet âge-là. Bon, j'en parle avec mon médecin généraliste, je lui demande le test de la sueur, puisque je savais que c'était comme ça qu'on diagnostiquait. Et il me dit, à quoi ça servirait de le savoir? Bon, j'étais toujours malade, j'avais le nez qui coulait, je toussais, etc. Donc là, il m'envoie voir un pneumologue quand même. Et le pneumologue, pas plus que le médecin généraliste, jusqu'au jour où je fais un microbe qui vraiment, là, est un microbe d'hôpital. Donc ils se demandaient bien comment je l'avais attrapé. En fait, c'était la suite de la myco. Et là, quand même, ils m'ont adressé à Cochin. Enfin, d'abord à Tenon pour faire vraiment le diagnostic. Et puis ensuite à Cochin, qui était un centre spécialisé dans la mucoviscidose. Puis après, voilà, ça s'est enchaîné. Une fois que le diagnostic est posé, après, on sait déjà où on va, quoi. Il y a beaucoup de tubes, hein. Il faut être patient. Il y en a combien comme ça? Je sais pas. Des fois, il y en a 19. Il y en a 8 là. Là, ça va. On a fait 19. C'est un des bilan fois. intermédiaire là. Oui. Ça va. Oui, parce que l'autre, il y en a plus que ça. Hein. Bilan annuel, oui. C'est-à-dire que j'étais hyper active, moi, depuis tout le temps. J'ai créé le service culturel, qui m'allait très bien, parce que c'était très remuant et très, très vivant, quoi. Et puis, c'était tellement vivant qu'avec les spectacles le soir, avec les heures sup et tout, que, quoi, en 95, j'ai fait 11 ans de service culturel et j'ai dû m'arrêter parce que là, j'étais sous oxygène et que je ne pouvais plus tenir le rythme. Mais j'ai fait ça pendant 11 ans. Et puis le maire, comme je m'occupais aussi des associations déjà à cette époque-là, il m'a demandé de créer le service vie associative à l'époque. Et c'est comme ça que j'ai eu un petit peu plus de calme. Mais là, ça correspondait vraiment à la fin de ma période oxygène, machine à respirer la nuit. C'était très lourd. Et je ne pouvais plus faire mes 8 heures, mais j'allais quand même travailler jusqu'au bout. Je mettais un quart d'heure pour rejoindre ma voiture à mon bureau, alors qu'il n'y avait même pas 5 marches à monter, mais j'allais très très doucement là, avec la bouteille, ouais. Enfin, les petites recharges. En plus, la bouteille, elle ne faisait pas la journée, donc j'avais des collègues adorables qui, à midi, 1h de l'après-midi, allaient me chercher la deuxième bouteille qui était dans la voiture et me la remonter, parce que ça, sans oxygène, j'étais incapable de le faire. Hein. Non, mais elle aurait dû venir sinon. Mais elle n'est pas passée. Bon, c'est pas grave. Je la verrai tout à l'heure. À bientôt. Alors, quand il y avait l'oxygène, en fait, il y avait une grosse bonbonne qui était là, ronde, à peu près haute comme ça, un grand, je ne sais pas combien de litres, je ne me rappelle plus. Et de cette bonbonne, qui était centrale par rapport à toute la maison, partait un fil qui faisait 11 mètres de long. En fait, il fallait que je puisse aller dans toutes les maisons, dans toutes les pièces de la maison, étendre mon linge dehors, vous allez voir. En fait, avant, il y avait même une fenêtre que j'escaladais, mais je n'ai pas pu le faire très longtemps. Et je pouvais aller jusqu'au fond du jardin avec mes 11 mètres. C'était quand même pas assez pratique. Alors, forcément, il ne fallait pas marcher dessus. Et il ne fallait pas que ça s'arrête, sinon je n'avais plus d'oxygène. Ensuite, si vous voulez, on peut monter carrément, vous allez voir, avec l'escalier, tout ça. Je mettais un peu de temps, mais en fait, comme elle était centrale, la bonbonne, c'était pratique. Avec les 11 mètres, je pouvais tout faire. Je pouvais aller partout. Les chambres. Je faisais mon repassage ici. Voilà. Et comme ça, j'étais complètement autonome. Toutes les portes de la maison étaient coupées, assez hautes pour que le tuyau puisse passer ou fermer les portes dessus. J'avais une petite anecdote, c'était marrant. Quand j'étais sous oxygène, mon mari ne m'appelait jamais. En fait, il suivait le tuyau et puis il me trouvait. Sauf que quand je suis rentrée de ma greffe, il faisait comme chercher parce que du coup, il n'avait plus le tuyau. Ça, c'était très marrant. Il n'appelait pas. Oui. Oui, non, mais c'était une façon un peu
drôle de parler de ce tuyau, quoi. Et alors, l'attente de la greffe, comment ça s'est passé ça? Alors, 2 ans avant ma greffe, en fait, j'ai fait une décompensation aiguë quand j'ai perdu mon grand-père. Et là, j'étais sous machine à respirer. Donc là, ils ont dit, là, on ne peut plus faire autrement. Ils m'en avaient déjà parlé 2 ans avant, mais j'étais sous oxygène seulement et je me disais que ça pouvait attendre. Et quand il y a eu ça, là, j'ai réalisé que sous machine, je n'allais pas vivre longtemps comme ça. Donc, toutes les idées noires passent par la tête à ce moment-là, parce qu'on se dit, mais si de toute façon, il y avait, en gros, encore à cette époque, on disait 50% de chances que ça réussisse. Donc, je me dis, bon, on va peut-être penser à partir toute seule, et puis ça a un peu trotté dans la tête, et puis après, je me suis dit, tout compte fait, pourquoi se casser la tête à choisir une façon de se suicider, qu'il n'y en a pas une seule qui nous va, alors que sur la table d'opération, ma foi, ça réussit pas. Si ça réussit, tant mieux, on vit. Si ça réussit pas, c'est comme une forme de suicide, mais c'est pas nous qui l'avons décidé. Donc petit à petit, je suis allée vers cette idée-là, et puis j'ai donné mon accord. Mais j'ai quand même pensé au moins je pense que j'ai fait 3-4 ans avant de me décider vraiment. C'est pas très facile. Apparemment, je suis dans les seuls qui ont aimé la réanimation. Enfin, je trouve que j'ai été très gâtée. On a quelqu'un avec soi tout le temps. On a shampoing, toilette tous les jours. Après, on arrive dans la chambre. On se retrouve tout seul. On se retrouve avec des infirmières qui doivent s'habiller en stérile, parce que bien sûr, elles vont d'une chambre à l'autre, donc elles doivent... et qui n'ont pas tellement envie de venir à chaque fois qu'on sonne. Et sauf qu'en plus, moi, j'étais à faune. J'avais pas de voix de toute mon hospitalisation, et elle m'appelait à l'interphone pour me demander ce que j'avais. Donc je ne pouvais pas répondre. Et quand c'était le bassin, je dois dire que c'était assez compliqué. Alors à Cochin, ils faisaient leur visite, la grande visite, ils appellent ça, avec leurs internes et externes. Et on est en chambre seule, elles sont toutes petites, la chambre était pleine de médecins. Et en fait, ils se parlaient entre eux. Ils disaient, ils parlaient de la maladie, tout ça. Et un jour, je lui dis, à quoi ça sert que vous rentriez dans ma chambre si vous ne m'adressez même pas la parole? Je lui dis, si vous rentrez, c'est que vous avez quelque chose à me dire, ou sinon vous restez dans le couloir pour travailler. Alors du coup, après, il faisait bien attention, il rentrait, bon, il disait toujours bonjour quand même, hein, ça il le faisait, mais... Et puis, il disait en général à ses internes ou ses externes qu'on connaissait mieux la maladie qu'eux, donc ils pouvaient nous poser des questions, etc. On était un peu plus actifs et je trouvais que c'était bien. Voilà. Maintenant, ensuite, pendant 10 ans, ça a à peu près marché. Et puis, certainement, mais on ne saura jamais à 100%, je me suis fait un cancer du côlon, qui n'a pas été décelé non plus, avant moins 1 an et demi. Donc, je me suis retrouvée absente, encore une fois. La chimio, c'était tous les 15 jours, c'était en hôpital de jour. Au début, j'y restais 3 heures, le temps qui passe toutes les poches, et on repart avec une ceinture comme une banane, avec dedans comme un petit citron, et ça diffuse encore pendant 48 heures. Après, c'est une infirmière de ville qui vient le débrancher, quoi. Là, ça va faire 2 ans au mois de juin. Bon, je vais prendre mes anti-rejets maintenant. Il y en a beaucoup, des clichés? 5 comprimés, là. Bon, ça va, c'est pas... C'est une habitude, hein. Maintenant, c'est suivi, régulier. Oui, ouais, mais j'attends là les résultats de la coloscopie encore. J'ai pas. Romain, bonjour. Je suis passée chercher le compte-rendu de ma biopsie. Ça j'ai. Vous l'avez eu Oui, déjà? bien sûr. Et alors, il n'y avait rien? Bah non, on est désolé de vous dire que tout va bien. Moi aussi. Je suis ravie que ce soit comme ça. Parce que j'avais un peu la trouille. Hein. Bien. Alors, vous êtes prête? Bien.
Alors, vous allez souffler dans le tuyau. Gonflez à fond. Encore. Soufflez très fort. Encore. Et ben c'est magique. Elle est plus belle? 2,68, 2,12, bah c'est très bien ça, vous êtes reçu à votre examen d'urine une fois de plus. Bah oui. Pourtant, Plus vous êtes malade, plus vous allez mieux vous. Bah non, je suis guérite. Alors forcément.